Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez participer donc à une séance d'échange entre consultants, comme nous en faisons régulièrement dans notre chambre professionnelle du conseil. C'est un petit galop d'essai. Mais avant de ça, je vais vous dire dans deux mots, qu'est-ce que c'est que cette chambre? La chambre professionnelle du conseil, c'est une association qui se donne quatre missions. Deux missions tournées vers l'extérieur, donc représenter les métiers du conseil auprès des institutionnels et auprès des groupements professionnels divers et variés. Deuxième mission extérieure, agir pour le développement économique en participant à tout ce qui peut se passer sur la région, notre belle région qui est grande d'ailleurs. Deux missions à destination des consultants. D'abord, leur offrir un lieu d'échange entre consultants, un lieu d'entraide, un lieu de convivialité, et puis les accueillir, aider les membres à monter en compétences, les accompagner. Pour aider nos membres à mieux servir leurs clients, nous, la Chambre professionnelle du conseil, nous avons choisi de mieux servir nos adhérents. Et pour cela, nous avons mis en place une démarche certifiée par l'AFNOR sur la base d'un référentiel spécifique d'accompagnement du conseil. Cette démarche comporte 6 engagements de service que nous rendons à nos membres. Premier engagement, savoir les accueillir et les intégrer avec un accompagnement personnalisé. Deuxième engagement, agir pour vous donner de la visibilité sur votre territoire économique. Troisième engagement, vous proposez une offre de service tournée vers le développement de votre activité. Quatrièmement, vous offrir des prestations spécifiques qui contribuent à la pérennité de votre entreprise de conseil. Cinquièmement, favoriser la mise en relation de votre entreprise de conseil avec vos pairs. Et sixièmement, répondre rapidement, de manière adaptée et personnalisée, à chacune de vos sollicitations. Concrètement, en adhérant à la Chambre, vous trouverez une base de documents et de bonnes pratiques partagées entre toutes les chambres professionnelles du conseil de notre beau pays. Un intranet permettant une communication rapide et efficace entre membres. Des ateliers tels que développer son offre et la valoriser. Ateliers de prospection, vente du conseil. Ateliers savoir se présenter en une minute. Groupe de travail sur le positionnement stratégique, etc., etc. Mais nous organisons également des événements ouverts à tous, comme nos universités d'été ou encore comme ce webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Si vous avez des questions au sujet de notre chambre professionnelle du conseil, nous pourrons échanger à la fin de ce webinaire et répondre à toutes vos questions. Pour l'heure, je laisse la parole à Alain Pollard qui va nous parler du roi, ROI, du conseil. À toi, Alain. Eh bien, merci Manu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente dans ce webinaire. Donc, bienvenue à la première session des Midis du Conseil et vous allez pouvoir poser vos questions donc, dans la colonne de droite, ce fameux chat, et je répondrai en fin de présentation grâce à notre modérateur Philippe qui fera pour moi la synthèse de vos questions. Alors, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de ce fameux retour sur investissement du conseil. Et en fait, ce webinaire, il s'adresse aussi bien aux conseils et consultants que vous êtes, pour vous aider à le définir, à le prouver, à l'élaborer, mais aussi si vous êtes client, donc acheteur de prestations de conseil, ça sera vous aider aussi à l'évaluer. Alors, ROI, c'est Return on Investment. En français, c'est RSI. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de bons souvenirs avec RSI, donc on va garder ROI. Et puis ROI en français, ça se prononce au roi, donc c'est pas si mal. Donc ici, nous avions prévu un sondage. Alors, peut-être que tu pourras, Werner, nous dire s'il fonctionne. L'idée, c'est comment calculez-vous votre prix de prestation pour vous qui êtes consultant? Est-ce que vous le faites au temps passé? Alors, je représente un compteur de taxi qui évidemment n'existe plus, mais qui a existé. Ou bien travaillez-vous au forfait ou encore autrement? Alors, j'attends peut-être quelques réponses parce que Via la le chat de technique ne nous nouveau, s'il permet vous pas plaît. de voir les résultats. Je vous invite à donner par le chat comme la réponse à la question d'Alain. Alain, si tu veux bien répéter la question pour qu'on puisse tous Oui, répondre. la question c'est, si vous êtes consultant, comment présentez-vous la facture
facturation de votre mission? Est-ce que c'est au temps passé ou est-ce que c'est au forfait ou autrement? Et si vous êtes effectivement client, c'est-à-dire acheteur de prestations de conseil, est-ce que vous préférez acheter une prestation au temps passé, donc avec un prix de journée, on va dire, ou bien est-ce que vous préférez un forfait, voire d'autres formules, par exemple une formule qui permettrait d'intéresser au résultat. On a presque une égalité. On a du temps au temps passé et du forfait. Et on a D'accord. une belle représentation et on a quelques échantillons de prix fixe au temps passé, plus une part variable sur les résultats obtenus. Et une D'accord. réponse qui ressort aussi, c'est ça peut être les deux, ça dépend du client ou de la mission. Voilà pour les D'accord. réponses. Très bien. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous pose la question. Où est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Bah, en fait, vous avez tous vécu le premier problème, c'est la peur d'annoncer votre prix. Et le deuxième qui est lié, c'est que vos clients vous disent: «Ah ouais, mais c'est trop cher, j'ai pas les ressources qui vont me permettre de vous acheter cette mission». Alors que ceux et celles qui n'ont jamais vécu ça me jettent la première pierre. Et donc, la question, c'est trop cher par rapport à quoi? Et avant de démarrer sur le ROI, on va parler pognon, évidemment un pognon de dingue, comme l'a dit quelqu'un que vous connaissez tous. Alors, je vous pose la question, combien valez-vous? Est-ce est-ce que vous valez plus que vous ne le pensez ou êtes-vous trop cher? En fait, la question, c'est plutôt combien vous vendez-vous? Eh bien, la réponse, la voici, c'est le résultat d'une enquête qu'a conduit notre fédération, la Fédération nationale des chambres professionnelles du conseil. Et voilà la répartition des prix de journée. Vous constatez que la grosse majorité se situe entre 700 € et 1200 € en prix de journée. Alors ça, c'est votre coût. Mais finalement, votre client aussi, il a un coût. Alors pour ce faire, je suis allé chercher une enquête de la CGPME. Alors ça s'appelle maintenant CPME, ça veut dire que les chiffres datent un petit peu, mais je pense qu'ils n'ont pas tant évolué que ça. Donc j'ai pris le salaire net annuel moyen. La ligne suivante, c'est le salaire chargé plus frais. Alors j'ai pris facteur 2. Et puis j'ai divisé cela, donc c'est des salaires annuels, hein, par le nombre de jours travaillés. Alors vous allez me dire, un patron, ça travaille 365 jours par an, un patron ou une patronne, ce qui est vrai, mais il faut bien le rapporter au nombre de jours effectivement travaillés. Alors voilà ce que ça donne pour les TPE de moins de 20 salariés. Un patron ou une patronne coûte par jour travaillé 460 € et pour une PME, c'est 700 €. À nouveau, ce sont des chiffres moyens. Et donc, au moment de discuter du prix face à votre client, si vous êtes en prix de journée, il va incontestablement comparer sa propre rémunération à votre prix de journée. Et dès lors, il va se poser la question, pourquoi payer un consultant 2 fois, voire 3 fois plus cher que lui ou elle? Et je vous pose la question, mais tiens, dans mon oreillette, on me dit qu'il y a un écran de pub qui arrive, c'est vraiment embêtant ces publicités, ça interrompt tout le temps. Ah, bah tiens, c'est l'AOP Fraises de France qui fait sa pub. Bah écoutez, alors pour une fois, ça tombe bien parce qu'on va parler de fraises justement. Alors celle-ci, c'est la gariguette. C'est la saison et elle ne dure que 4 semaines. Et ça, c'est de la confiture de gariguette, donc de fraises gariguette. Et je vous affiche les prix au kilo. 10 kilos, 10 € pardon, au kilo pour le fruit frais, 35 € le kilo pour la confiture. Comment justifier la différence de prix? Alors évidemment, vous allez me dire, bah, il y a de la transformation, mais enfin tout de même 3 fois et demi plus cher, il y a un problème. Eh bien, je vais vous expliquer. La gariguette, c'est 4 semaines par an. Avant, il n'y en a pas, après, il n'y en a pas. La confiture, en revanche, c'est du concentré de fruits et c'est disponible quand on veut. Eh bien, figurez-vous que le consultant, c'est pareil. C'est du concentré d'expérience et d'expertise et disponible quand le client en a besoin et uniquement quand il en a besoin. Ça, c'était pour vous rassurer sur la différence entre le, le coût
d'un salarié et le coût d'un consultant. Alors, avant de s'occuper du retour sur investissement de votre mission de conseil, regardons ce qui peut motiver un client à agir et à faire appel à vous. Quelle est sa motivation? Regardez ce personnage. Alors, il peut ressembler à quelqu'un que vous connaissez, mais enfin, ça serait complètement fortuit. Il est dans l'action, mais pourquoi? Donc, il court vite, hein, manifestement, il a une forte motivation. Eh bien, la programmation neurolinguistique nous propose deux sources de motivation. La première, c'est s'éloigner d'eux. On peut imaginer qu'effectivement, poursuivi par un danger, la bonne stratégie soit de courir le plus vite possible. Mais il peut y avoir une deuxième source de motivation, c'est qu'il voit sa belle qui fait mine de s'en aller, et là, il est attiré par. Donc voilà les deux grandes familles de motivation, s'éloigner de ou aller vers. Dans le langage entreprise, c'est résoudre un problème ou atteindre un objectif. Une fois que la motivation à agir existe, encore faut-il prendre une décision. Alors vous le savez très certainement, les neurosciences sont formelles, toutes nos décisions sont humaines, sont émotionnelles. Mais certains d'entre nous, qu'on appelle des cartésiens, ont besoin de se rassurer avec du rationnel, d'où l'intérêt du ROI, du retour sur investissement, qui va permettre de conforter votre client avec un peu de rationnel et vous permettre de construire la valeur de la mission pour votre client et vous distinguer de tous vos concurrents. Alors, ce que je vais vous présenter est basé sur les travaux d'un Américain qui s'appelle Jack Phillips, qui est expert mondial du sujet. Il est fondateur et CEO du Roy Institute de Birmingham en Alabama. Il a commis de nombreux ouvrages, dont un sur le ROI du consulting, que vous voyez brièvement affiché. Alors, bien entendu, j'ai fait une synthèse, une simplification de ces travaux pour vous la présenter en quelques minutes. En fait, il suffit de poser 5 questions. La première, c'est quels sont les impacts opérationnels attendus de la mission? La deuxième, c'est quels sont les indicateurs qui vont permettre de suivre ces impacts? La troisième, c'est la mission est-elle la seule cause des impacts recherchés? Quelle est la valeur créée et quel est le coût de la mission? Alors commençons par les impacts opérationnels. Vous êtes facteur de changement dans l'organisation, il y a donc forcément des impacts positifs à attendre. Alors certains sont tangibles, par exemple si vous réduisez les stocks ou vous réduisez les dépenses énergétiques ou encore vous augmentez les ventes. Et puis certains sont intangibles, par exemple quelqu'un qui souhaite améliorer l'engagement de ses personnels. Et dans quelques instants, je vais parcourir cette démarche avec vous sur un exemple vécu. Donc la deuxième question, c'est quels sont les indicateurs qui permettent de suivre ces impacts? Eh bien, s'ils n'existent pas, c'est une belle opportunité de vente additionnelle pour aider le dirigeant à les mettre en place. Alors, la mission est-elle l'unique cause des impacts recherchés? Alors, pour les plus anciens d'entre nous, j'en fais partie, j'ai choisi les Shadocks, qui sont une éloge à la futilité des choses. Alors, les Shadocks, ils pompaient, ils ne savaient pas pourquoi. En fait, leur devise, c'était « Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien, plutôt que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas ». Alors, quelle est la contribution de la mission? Est-elle exclusive ou bien y a-t-il d'autres facteurs? Et là, je peux vous donner un exemple. Supposons que je travaille pour un fabricant de parapluies à Aurillac. Il y a des parapluies encore fabriqués dans notre beau pays. Je vais le voir au mois de septembre et je lui dis, écoutez, c'est la saison des ventes des parapluies. Je vais faire quelque chose avec vos équipes et nous allons augmenter les ventes de 20%. On se retrouve en fin de saison, par exemple au mois d'avril-mai, comme maintenant, et je trouve un patron extrêmement satisfait, qu'un large sourire, il me dit, vous savez, en fait, on a fait plus 25%. Alors je me sens évidemment assez fier, et puis il me dit, mais en fait, monsieur Pollard, vous n'y êtes pour rien du tout. Alors je suis un petit peu vexé, il me dit, écoutez, j'ai regardé les statistiques de la pluviosité sur cette saison par rapport à la saison d'avant, et bien la pluviosité a augmenté de 30%. Et donc, vous le savez bien, les gens achètent des parapluies quand il pleut, donc vous n'y êtes pour rien. Il faut donc s'assurer que la causalité de la mission sur les impacts recherchés, eh bien, elle est soit exclusive, tant mieux, soit il faut identifier d'autres facteurs qui pourraient eux aussi avoir un impact favorable ou défavorable.
La question suivante, c'est combien ça rapporte? Et là, évidemment, c'est un exercice qui est peut-être un petit peu moins facile, c'est comment monétiser, valoriser ces impacts opérationnels recherchés. Et c'est là que vous allez créer de la valeur dans la tête de votre client avec une question additionnelle, c'est comment prendre en compte la durée. Et c'est là que je vais vous partager une expérience vécue. J'ai travaillé pour le dirigeant d'une PME du secteur des services de 200 personnes. Ce dirigeant souhaitait ouvrir un nouveau chapitre, un plan stratégique de développement sur les 4 années à venir. Il avait souhaité qu'il y ait d'abord un travail avec le comité de direction, puis qu'il y ait un deuxième travail avec un groupe de 20 personnes qu'il qualifiait les leaders d'opinion dans son organisation, puis de fusionner les deux approches, finaliser la stratégie. Alors je vais poser la question, mais quel impact opérationnel attendez-vous de la mission que je vais faire, ce qui est une mission d'accompagnement de cette démarche? Alors il m'a répondu, écoutez, c'est simple, hein, si la stratégie est connue, si elle est comprise et que les collaborateurs se sont appropriés, alors forcément nous allons réussir. Alors je suis un petit peu tenace, je lui dis, mais en fait, concrètement, quel est l'impact opérationnel que vous attendez? Alors il me dit, écoutez, je viens de vous le dire, si toute l'organisation est centrée et focalisée sur la stratégie, alors collectivement, nous allons être plus efficaces. Pour tout vous dire, j'ai hésité à lui reposer la question pour la 3e fois et j'ai fait une proposition. Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble des équipes va être plus performante de 12%? Alors, il m'a répondu, j'espère plus. Et pendant combien de temps? Parce qu'évidemment, les belles choses finissent par s'éroder avec le temps. Si on dit 6 mois, ça vous paraît raisonnable? Il me dit oui, ok, c'est raisonnable. Ça y est, nous avions défini ensemble la valeur créée par la démarche et l'accompagnement que je me proposais de faire vis-à-vis de son comité de direction et de ses équipes. La dernière question, c'est quel est le coût de la mission? Alors vous allez me dire, c'est évident, hein, c'est le coût de votre prestation. Mais il y a aussi des coûts internes. Les ressources que vous allez mobiliser pour mener la mission, elles ont aussi un coût. Et vous commencez à comprendre ce qui est essentiel dans cette démarche, c'est que vous prenez réellement soin des intérêts de votre client. Et dans son esprit, vous passez d'une dépense et donc d'une charge à la création de valeur, et ça change tout. Le retour sur investissement est donc le rapport entre les gains opérationnels et les coûts de la mission. Les anglo-saxons préfèrent parler de gains nets. Donc au numérateur, il soustrait le coût de la mission des gains opérationnels évalués. Alors, dans l'exemple que je vous ai décrit, les gains opérationnels, c'est donc 200 personnes, 2% d'efficacité supplémentaire, c'est l'équivalent de 4 personnes. Sur une durée de 6 mois, ça fait 24 personnes mois. Donc j'ai pris là comme unité d'évaluation, c'est pareil, le salaire moyen chargé dans cette entreprise. Le coût de la mission, moi j'ai facturé l'équivalent de 6 personnes mois et effectivement j'ai requis la disponibilité d'une vingtaine de personnes pendant 2 jours, ce qui fait donc 2 personnes mois et donc le total est 8. 24 divisé par 8, ça fait un retour sur investissement de 3, ce qui est assez spectaculaire. En réalité, évidemment, le client avait déjà décidé, mais mon prix, vous le comprenez bien, n'était plus un sujet de discussion. Alors, je vous propose de réviser ensemble. La première question à poser à votre interlocuteur ou interlocutrice, c'est quels sont les impacts, tangibles ou intangibles? Ensuite, quels sont les indicateurs qui permettent de suivre l'évolution de ces impacts? Quelle est l'exclusivité de la causalité, de la contribution de la mission par rapport aux impacts qui ont été évoqués? Quelle est la valeur créée par la réalisation, la concrétisation de ces impacts? Et enfin, quel est le coût de la mission? Et vous avez donc le calcul du retour sur investissement. Alors là, vous allez me dire, mais Alain, il y a quelque chose qui ne va pas. Le conseil, c'est une obligation de moyens, mais en aucun cas une obligation de résultat. D'ailleurs, dans vos conditions générales de vente, vous l'avez explicitement écrit. Donc, pourquoi diable évaluer un retour sur investissement? J'ai envie de dire, il y a plusieurs réponses.
Dans la tête de votre client, vous apparaissez comme un gardien de ses intérêts et de son compte de résultats, et vous vous différenciez de la concurrence. Et le deuxième avantage, si évidemment vous le souhaitez, vous sortez du prix de journée, toujours questionnable pour un client. Donc, je vous propose de choisir soit le compteur de taxi, vous continuez à utiliser la notion de facturation au temps que vous passez, soit la création de valeur pour votre client. Et pour conclure, j'ai envie de convoquer Tonton Albert. Vous savez qu'on attribue beaucoup de citations aux personnages célèbres. Il aurait eu cette fulgurance que j'ai envie de partager avec vous et je vais vous la laisser lire. En tout cas, tout ce que l'on peut affirmer, c'est que si vous trouvez un bon retour sur investissement à la mission de conseil que vous êtes en train de proposer à votre client, le prix n'est plus un problème. Pour concrétiser, eh bien, nous organisons un atelier pratique le 28 mai, car après avoir vu le quoi faire, on va travailler sur le comment je fais face à mon client. Donc c'est le 28 mai de 14 à 15h30. Ça sera en présence sur la région de Clermont-Ferrand et à distance pour celles et ceux d'entre vous qui ne pourraient pas se joindre physiquement à nous, en espérant que tout cela soit possible. C'est évidemment gratuit pour nos adhérents et payant pour les non-membres, ce qui vous laisse d'ailleurs le temps à celles et ceux d'entre vous qui le souhaitez de devenir membre et d'adhérer à notre superbe chambre professionnelle du conseil Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, j'en ai terminé et donc, si vous le voulez bien, maintenant, nous allons passer à la session de questions-réponses et je suis à peu près convaincu que vous en avez beaucoup. Alors, c'est moi qui prends maintenant le micro. La première, Frédéric demande si le résultat promis n'est pas atteint, que se passe-t-il? Ah, alors ça, c'est toujours une bonne question. C'est pour ça qu'il faut essayer d'inventorier au préalable les facteurs autres que votre mission, votre travail, qui pourraient avoir un impact. J'évoquais tout à l'heure la météo, il vaut mieux y penser avant, sachant que les résultats peuvent même être supérieurs. On pourrait dire que quelqu'un qui réduit les stocks et un client qui dit mais en fait les stocks ils ont fondu comme neige au soleil parce que mon activité a augmenté donc forcément j'ai réduit mes stocks, ça pourrait être aussi un excellent résultat, mais le dirigeant pourrait vous dire bah ouais mais enfin vous n'y êtes pas pour grand chose. Donc on est évidemment dans la prévision, ce que certains appellent l'astrologie. C'est toujours un exercice périlleux. Bien, je ne vois pas d'autres questions rentrer pour le moment. Donc, c'était extrêmement clair. Alors, il y a une question technique. Existe-t-il un replay? Alors c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Peut-être Werner ou Manu, vous pouvez dire On s'il y doit, aura on un doit en replay. discuter ce qu'on fait de l'enregistrement, si on le diffuse ou pas. C'est une décision qui doit être prise la semaine prochaine. D'accord. Question cette fois de Chloé, qui est un problème de calendrier. Est-ce que les ateliers sont les derniers vendredis de chaque mois? Alors, Werner, il- On va donner une réponse générique. Le principe au sein de la Chambre, c'est d'utiliser ou de réserver le dernier vendredi après-midi de chaque mois, de le pré-bloquer pour être disponible lors des ateliers, des événements territoriaux, puisque une fois que les contraintes sanitaires seront levées, on pourra de nouveau se réunir relocalement dans le Rhône, l'Auvergne et les Deux-Savoies.
Et donc, principalement, les ateliers sont le dernier vendredi du mois. Mais en théorie, rien n'empêche d'organiser un atelier un autre jour si c'est la volonté des adhérents. Bien, cette fois, Alain, là, ça va vraiment être pour toi. J'ai deux questions qui touchent en fait les offres forfaitaires. Anne demande comment on fait pour passer du forfait au temps passé ou inversement. Et Frédéric demande si on ne pourrait pas, alors celle-ci est plus compliquée de question, est-ce qu'on ne pourrait pas mixer une approche par résultat en présentation pour aboutir à une offre forfaitaire? Ah, alors, je vais donner ma réponse personnelle. Je vais être franc avec vous. À chaque fois que j'ai proposé à mes clients, notamment sur des opérations de style commercial, c'est-à-dire développement des ventes, d'être intéressés aux résultats, mes clients ont toujours fait machine arrière en disant non, 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 on préfère un forfait. Nous. Donc, c'est pas parce que vous proposez une rémunération variable à la valeur liée à la valeur que vous créez que forcément votre client va l'adopter. Et pour répondre à Anne, bah, le forfait, s'il est bien dimensionné, doit te convenir. Si par contre tu crains que la réalité dépasse la prévision, c'est-à-dire que tu investisses beaucoup plus de ton temps, effectivement, à ce moment-là, à toi de mettre en perspective le fait que le travail que tu vas faire, et donc là, il faut presque que tu présentes un planning d'engagement, d'activité vis-à-vis de ton client pour le convaincre qu'effectivement, tu as droit à cette rémunération qui est passée à du temps productif et créateur de valeur. Alors, il y a une remarque intéressante, c'est que si le client préfère un forfait, c'est probablement qu'il est déjà convaincu qu'on arrivera à un résultat. Oui, quand le ratio entre le coût que représente la mission et la valeur que la mission va créer lui paraît acceptable. Hein. C'est ce fameux retour sur investissement. Oui, bien sûr. Il y a une autre remarque de John qui nous dit que le problème de fond pour établir le retour sur investissement par le consultant est la difficulté à poser les bonnes questions pertinentes tout en écoutant les réponses. Alors j'ai quand même l'impression là qu'il est vraiment dans le cœur de métier du consultant avec ça. Alors, John est un bon ami qui est très loin de l'Auvergne, mais je te salue en même temps. Alors, bien évidemment que les questions, les 5 questions que j'ai proposées vont peut-être nécessiter des relances et des précisions. Mais c'est bien en les posant qu'on a une chance de faire prendre conscience de 2 choses dans la tête du client. C'est qu'un, vous êtes bien au service de son entreprise, de son intérêt, de son compte d'exploitation, et que 2, vous faites ça en totale transparence avec lui ou avec elle. Et j'ai coutume de dire, la solution, elle est toujours dans la tête de l'autre. Et donc, c'est vrai qu'il faut poser ces questions bienveillantes, questions ouvertes, reformulations, qui vont permettre effectivement d'affiner la perspective du dirigeant. Et s'il dit, mais finalement, ce truc-là, j'en ai pas besoin, bah ok, c'est au revoir, merci de m'avoir accueilli. Mais normalement, vous devez, grâce à cette démarche, arriver à faire prendre conscience que oui, il va y avoir des impacts bénéfiques et positifs, c'est l'opération, et oui, ces impacts, on peut les valoriser, même quand on est dans de l'intangible, comme l'expérience que je vous ai partagée. Bien, j'ai encore un certain nombre de plus de remarques que de questions. Je pense notamment Frédéric qui fait remarquer que certaines missions ont des résultats qui sont assez évidents et qui cite un accompagnement pour une certification, on obtient ou on n'obtient pas à la sortie. Et on sait très clairement si on a atteint ou pas le résultat. Et d'autres qui sont beaucoup plus complexes
du type trouver des leviers de croissance pour l'entreprise, qui sont effectivement beaucoup plus difficilement mesurables. Alors, il semble que cette notion de mesure déclenche pas mal de questions, notamment. Donc, Feriel demande s'il est possible de poser le point sur les indicateurs. Donc, je pense de retrouver des indicateurs qui soient réellement pertinents, notamment quand les clients ne fonctionnent pas ou ne connaissent pas ce type d'approche. Alors, je m'attendais un petit peu à cette question parce que dans l'exemple que j'ai cité, l'expérience que j'ai vécue, j'ai pas parlé des indicateurs. Donc, les auditeurs attentifs ont remarqué cela. Alors, j'en ai pas parlé parce que concrètement, la culture de cette entreprise était que c'était les équipes qui allaient ensuite construire les projets qui allaient correspondre à la stratégie. Et il y a deux indicateurs, on va dire, implicites. C'est est-ce qu'on va trouver facilement des personnes dans l'entreprise qui vont prendre à bras le corps ces projets et les concrétiser, sous-entendu, au-delà de leur charge de travail, et d'ailleurs, dans certains cas, ils étaient en partie déchargés de leur charge de travail opérationnel. Et le deuxième indicateur, c'est est-ce que notre entreprise est attractive pour attirer les meilleurs éléments. Alors, on peut dire que ça a été atteint, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise fait 400 personnes. Donc, elle s'est très rapidement développée. Et donc, voilà, ce sont des indicateurs qui n'avaient pas été explicitement identifiés lorsque j'ai négocié la mission, mais enfin qui sont apparus être des révélateurs que effectivement la stratégie avait bien, s'était bien mise en place et avec beaucoup de réussite. J'ai encore une question très très intéressante sur le métier de consultant. C'est Roger qui nous demande s'il y a une différence entre le consulting et l'expertise. Ah, alors, moi je vais vous donner ma définition, enfin la différence telle que je la vois. Le consulting, c'est tout sauf faire à la place d'eux. Or, l'expert peut avoir tendance à dire, écoutez, cherchez pas, c'est moi qui ai la réponse, c'est moi qui ai la solution à votre problématique ou au chemin qui va vous emmener à l'atteinte de vos objectifs. Donc, le consulting est vraiment dans l'accompagnement et sa raison d'être, c'est de faire grandir, faire progresser son client. Alors, je vais me permettre là peut-être de rajouter un petit commentaire à ça. Effectivement, l'expertise. J'ai été expert auprès de la Cour d'appel pour un certain nombre d'évaluations d'entreprises, notamment. L'expertise, c'est un métier où on refuse de rencontrer une des deux parties sans la présence de l'autre. Et c'est un métier où on donne un avis définitif sur une question qui a été posée, là en l'occurrence pour un juge, sur la valeur d'une entreprise qu'on est allé évaluer, sans en référer absolument ni à l'une ni à l'autre des parties, et c'est du réellement définitif, ce qui est effectivement complètement l'inverse du travail de consultant, où on répond, ou du moins on cherche à répondre à une question qui est posée par le client. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent rentrer? Alors, Feriel vient de préciser que sa question concernait plutôt les indicateurs stratégiques. Alors, les indicateurs stratégiques, eh bien, là encore, hein, c'est à votre interlocuteur, client-cliente, dirigeant-dirigeant, de les exprimer. Ce n'est pas à vous de les imposer en disant, bah, écoutez, c'est comme ça va se passer. Hein. Donc, une fois de plus, la réponse est toujours dans la tête de votre interlocuteur. Et puis, bah, ensuite, à vous de trouver le moyen de valoriser ces indicateurs
éventuellement de les améliorer ou d'aider à leur mise en place. Mais à nouveau, c'est votre client qui sait exprimer en quoi sa stratégie sera gagnante ou pas. J'en ai une qui vient d'arriver là, qui est extrêmement intéressante. À quand un livre sur le sujet? Ben, écoutez, ce fameux Jack Phillips qui a commis beaucoup d'ouvrages. Alors, il a monté une boîte de conseil et de formation internationale qui rayonne par le biais d'ailleurs de correspondants, dont je ne suis pas, qui sont propagateurs de sa méthode, qui va dans des registres, et c'est pour ça que ça m'a paru extrêmement intéressant de regarder ce qu'il faisait. Il va jusque dans quelle est la rentabilité d'une formation professionnelle. Alors ça, c'est une vraie bonne question, et la réponse, bah, elle est loin d'être évidente. Et bien, lui a mis en place une méthodologie très sérieuse, très documentée, très détaillée, qui va bien au-delà des quelques minutes que j'ai passées avec vous, bien évidemment. Donc le livre, il existe déjà. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ce qu'on peut peut-être Bien. dire, c'est qu'en fait, ce travail-là, c'est typiquement un travail à faire en atelier et c'est ce qui va nous emmener au vendredi 14 mai et puis au vendredi 28 mai, surtout pour travailler sur le ROI du conseil. Donc c'est vraiment là-dessus, que c'est intéressant et de faire la démarche avec des collègues pour, se frotter un peu et trouver les arguments et trouver la bonne démarche pour ce client dans ce cas-là. Comment trouver, les bons leviers? Je reste toute cette question qui a été débattue toute dans le chat et voilà, donc on vous invite vraiment à venir, participer à cet atelier du 28 mai. Alors, bonne remarque, Manu. Très concrètement, ça va se passer de la manière suivante. Donc, vous allez travailler en binôme. Donc, il y aura un travail préparatoire, c'est-à-dire que je vais vous demander de travailler soit sur une mission qui est en cours d'élaboration, voire de négociation, soit sur une mission passée, assez exemplaire, assez illustrative de la manière dont vous travaillez votre marché. Et l'idée, ça sera que vous vous mettrez à la place de votre client. Donc, on appelle ça le changement de position perceptuelle. Vous le connaissez déjà un peu ou beaucoup. Vous allez vous mettre à sa place et votre binôme, donc la personne qui va être en face de vous, va vous poser ces fameuses 5 questions en s'entraînant, et ça John le rappelle, hein, il y a des techniques aussi pour approfondir chacune de ces questions et va enregistrer vos réponses. Ensuite, bah, au bout de, on va dire, 20 minutes, 30 minutes, ça va dépendre de la richesse de vos réponses et de votre dialogue, bah, vous changerez les rôles, et puis on terminera par un partage, une mise en commun, et puis peut-être encore des ultimes questions ou commentaires que vous voudrez bien faire. Donc voilà l'esprit de cet atelier, c'est de vous faire ce que j'appelle en langage de cuisine une mise en bouche, que vous vous sentiez à l'aise dans votre capacité à poser ces fameuses questions, en toute bienveillance. Alors, Bérangère, qui a dû être intéressée par la question précédente, demande si tu peux nous rappeler le titre et l'éditeur du livre. Bonne question. Peut-être remettre la diapo. Alors, c'est moins rapide que de le dire, mais je vais essayer d'y arriver. Ah, je l'ai vu Voilà, passer. il faut à nouveau. Voilà. Comment? Ça y est, nous l'avons à l'écran. Donc, en fait, Est-ce que, il suffit tout puisque tu l'as lu, tu peux préciser dans quelle langue il est écrit? Ah, c'est en américain. Donc, il suffit de taper Roy Institute sur un bon moteur de recherche et vous allez trouver la description de son activité, de son cabinet international. Et parmi tous les ouvrages, il y a celui-ci qui s'appelle Maximizing the Value of Consulting, A Guide for Internal and External Consultants. Et c'est publié chez Wiley et il coûte $36.
Je pense que ce sera le mot de la fin puisqu'il est 12h45 et nous sommes arrivés au bout du temps prévu. Eh bien, merci à tous pour ma part. J'ai été heureux de partager cette expérience et cette démarche avec vous.